Jeanne du Barry de Maïwenn, c'est un film qui fait actuellement pas mal polémique à cause de la présence de Johnny Depp au casting comme roi de France. On a voulu vous faire une vidéo pour vous dire à quel point les choix de réalisation, de scénario, de direction d'acteurs, en fait, entrent en résonance aussi avec tout un tas de questions sociales sur la place des femmes dans la société. Et c'est pas que la question de Johnny Depp, même si c'est un gros morceau dont on va discuter. Et donc je suis avec Mathilde, qui est illustratrice, autrice de bande dessinée, que vous pouvez retrouver sur La Vie à croquer, et où tu es assez calé sur les questions féministes, ça t'intéresse beaucoup. Moi, pour ma part, j'ai un pied dans le cinéma et dans l'écriture, la réalisation de films, et aussi l'analyse de films, mais j'ai aussi un pied dans les sciences sociales et notamment l'anthropologie. Et je pense que c'est important de discuter des images qui circulent dans la société pour comprendre cette société et voir en quoi, en fait, les films sont aussi un peu le reflet de leur époque. Et Jeanne du Barry, j'aurais aimé l'aimer avant de rentrer au cinéma, et en sortant j'aurais aimé le détester, et pourtant je me retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Donc on va essayer de comprendre pourquoi par certains aspects le film est plutôt plaisant, et pour certains autres aspects le film est carrément déplaisant. Alors Mathilde, du coup toi tu as vu le film, comment tu le raconterais? Moi, j'y suis vraiment allée en ayant en tête tout le contexte dans lequel le film apparaît, c'est-à-dire que c'est un film qui fait polémique, probablement d'ailleurs que c'est pour ça que les gens s'intéressent à ce film. Il fait polémique à plein de niveaux, donc le niveau, même sans voir le film, dans lequel on peut discuter, c'est celui de dire Johnny Depp est embauché comme acteur très important, il joue le roi. Johnny Depp, il a été prouvé qu'il a exercé des violences sexistes et sexuelles sur son ex-compagne, Amber Heard. C'est un procès qui a été atroce en fait, et qui a, même au sein du procès, il y a eu des violences. Il y a un documentaire qui s'appelle La fabrique du mensonge d'Arte qui raconte à quel point Johnny Depp a organisé des raids de harcèlement sur Amber Heard. Donc on parle vraiment d'une personne qui est responsable de violences systémiques et sexistes. Et il est embauché, et là il est célébré, et c'était la cérémonie de Cannes dans laquelle il a été accueilli enfin il n'y a pas du tout de conséquences à ses actes. En tout cas, Maïwenn, en embauchant Johnny Depp pour ce rôle et en le célébrant, elle choisit de pas du tout prendre en compte le fait que il est responsable de graves violences et qu'on le sait, et elle ignore complètement. Donc rien que pour ça, en fait, même sans aller voir le film, déjà, il y a un gros sujet de discussion. Du coup, on va parler à la fois de ce contexte, en fait, comment le film résonne avec des sujets de société, d'actualité presque aussi, mais on va essayer de faire le lien aussi avec des choix de réalisation, des choix formels. Et déjà, ce qu'on peut dire, je pense, et je voudrais aussi t'entendre là-dessus, mais moi, j'ai vu le film vraiment comme une proposition très classique, c'est-à-dire que c'est un biopic qui a été déjà filmé. Par ailleurs, on peut penser à Marie-Antoinette de Coppola ou Barry Lyndon. On est vraiment dans une succession de tableaux assez classiques. Donc c'est des plans larges en fait, où on voit l'ensemble de l'image, une grosse partie du décor, des costumes. On pourrait dire normal pour un film d'époque, et en même temps je trouve que ça donne tout de suite quand même un feeling, une vibe au film. C'est aussi en partie une comédie dramatique, il y a beaucoup de moments en fait où on rigole du protocole. Donc pour qu'il y ait gag, on est obligé de voir assez large pour replacer le personnage dans son environnement. Si je filme quelqu'un qui chute en étant centré sur son visage, on va être plus dans l'émotion, et donc on va plutôt dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Si on est en plan très large et qu'il glisse sur une peau de banane, là on peut rigoler de lui, parce que du coup on a vu le truc venir, voilà, il y a une attente qui se crée par rapport à la situation. Pour citer un exemple, il y a ce jeu avec le protocole où on n'est pas censé tourner le dos au roi. Donc pour sortir de la pièce, il faut faire des petits pas, comme les gens ont des talonnettes à l'époque, du coup ça claque au sol, c'est assez comique. Et voilà, et donc Maïwenn filme ça de loin en montrant bien l'ensemble du décor et le ridicule associé. Mais tout ça donne voilà, une vibe où on est plus en mode regard assez distancié finalement sur cette époque-là. Et aussi ce qu'on peut se dire, c'est qu'évidemment il y a eu beaucoup de moyens donnés aux costumes, aux décors, naturels en partie, puisqu'ils ont vraiment tourné à Versailles.
Et une fois qu'on a tout ça sur le tournage, c'est dur de résister, d'aller faire un plan serré et de dire on met tout ça hors champ parce qu'on va se concentrer sur les émotions, les visages et tout ça. Mais ces choix donnent l'impression d'un film voilà, assez classique, assez académique finalement. Le film aurait pu tourner dans les années 50, peut-être avec une autre résolution à l'image, mais ça ne dénote pas, c'est pas très moderne dans sa réalisation. Ce qui était dur pour moi, c'était le propos du film. Le regard porté ou l'absence de regard porté, mais par contre j'ai pas regardé l'heure, quoi. C'est-à-dire que ça s'enchaîne bien, c'est assez drôle, c'est assez beau, les acteurs sont... Il y a une tripotée d'acteurs de second rôle qui sont vraiment super, quoi, qui je trouve en fait tiennent le film d'ailleurs, et ça il faut quand même le dire. Oui, alors, on aurait aimé le film, mais justement pour son propos, on trouve un peu à côté. Après, comme tu dis, c'est pas du tout désagréable à regarder. Et on pourrait même dire, si on fait juste la liste des critères qu'on a l'habitude sur on va dire les tests un peu type jeu vidéo, genre l'image, le son, les comédiens, critère après critère, le film s'en sort bien. Donc le film est bien fait, il est bien fabriqué, c'est un film de bonne facture. Il est assez divertissant et du coup le côté comédie dramatique rajoute à ça. Mais pour autant, on sort, je pense, du film un peu déçu par presque sa naïveté, son côté premier degré. Moi, quand j'ai vu que c'était Johnny Depp qui jouait le roi, je me suis dit, en soi, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'on pourrait raconter quelque chose avec ça. Mai Wen dit qu'elle a reçu Johnny Depp sur le plateau la première fois alors qu'il sortait de son deuxième procès. Donc elle était au courant de ces affaires-là. Il y a un éléphant dans la pièce, c'est-à-dire on ne peut pas passer à côté du parallèle qu'il y a entre cette situation qui se passe dans le film et la situation de la réalité aujourd'hui du monde du cinéma. C'est-à-dire, dans le film, on a une comtesse du Barry qui est transclasse, transfuge, c'est-à-dire qui part de très peu de moyens matériels à, en montant les échelons par séduction, finit par être au plus haut rang qu'apparemment elle pouvait souhaiter à cette époque dans ce contexte, en étant choisie. À chaque fois, elle est choisie par des hommes. Grâce à sa séduction, il y a des hommes puissants qui lui donnent des opportunités, qui lui donnent des moyens. On peut penser pour ces hommes puissants à Johnny Depp qui est sur le plateau, donc là c'est même plus un parallèle, quoi. C'est lui qui incarne l'homme puissant, donc et intouchable. Mais on peut aussi penser à, par exemple, Harvey Weinstein qui a été accusé par le mouvement MeToo en 2015, ou bien à d'autres comme Luc Besson. Enfin, en fait, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs qui sont accusés de violences sexistes et sexuelles et qui, pour le moment, sont dans des positions d'impunité et qu'on va chercher à séduire pour avoir une amélioration de sa condition, une amélioration de sa visibilité sociale. Bon, ben là, le parallèle, il est énorme. C'est cet éléphant dans la pièce dont tu parles. Voilà, pour moi, l'éléphant dans la pièce, c'est ça. C'est-à-dire, t'es Mai Wen, tu te retrouves sur un tournage avec un tel parallèle entre la situation de ton histoire et le contexte, et tu te dis pas... il faut que j'en fasse quelque chose. C'est ça, en fait, qui était l'espoir. C'est-à-dire que je me disais, peut-être que, même si c'est maladroit, peut-être elle va porter un regard. Peut-être elle va dire, c'est l'occasion de dénoncer l'impunité de ces hommes en puissance. C'est l'occasion de raconter aussi comment est-ce que la comtesse du Barry, certes, elle séduit pour monter les échelons, et peut-être qu'à l'époque, c'était une stratégie... Il n'y en avait pas d'autre de stratégie, mais elle montre à aucun moment qu'il y a une autre vie que celle-là, quoi. C'est-à-dire, elle montre à aucun moment que les femmes peuvent avoir une autre autonomie, une autre agentivité que celle de la séduction. Finalement, quand elle présente sa situation, son personnage, il est valorisé parce qu'il est fort à séduire. Et même à un moment, elle dit, le personnage de la du Barry dit, en voyant les filles du roi, qui sont présentées comme étant grotesques et qui rient à gorge déployée. Qui sont ces femmes qui ont l'air d'être à des millénaires de toute séduction, comme si c'était le seul critère, en fait. Ouais. Oui, et du coup, ça décrit quand même bien la condition de la femme, enfin une certaine condition de la femme à cette époque, et pour le coup, le film est quand même intéressant à suivre quand on se dit, oui, il y a vraiment un droit de cuissage qui est répandu et qui
qui est source d'abus en permanence. Et qui est souhaité en plus. Et c'est-à-dire que c'est présenté comme étant moi s'il vous plaît, puis-je être l'objet du droit de cuissage parce que ça va m'apporter du bénéfice. Puis-je être troussé s'il vous plaît. Puis-je être troussé. Et du coup, effectivement, quand on voit ce roi Louis XV qui est dans son palais, dans une chambre secrète et qui exige d'une femme qu'il a vue et qu'il sait en couple avec un homme de dire vous serez gentil, vous me l'amènerez et j'en ferai mon dîner. Et que en fait tout l'entourage de cette femme la prépare avec engouement et avec joie en se disant oh, chouette, tu as été choisi par le roi, mais tu as été choisi pour être finalement à sa couche, quoi, dans son lit. Et elle-même, en fait, elle se dit super, ma vie va enfin changer. Ça, quand on le voit dans le scénario, dans la façon dont c'est filmé, on peut pas ne pas penser à Harvey Weinstein qui convoquait des femmes dans son bureau et qui exigeait des faveurs sexuelles. Vraiment, le roi Louis XV, il condense tout ça, et le regard qui est porté, c'est celui d'un regard presque bienveillant, en mode c'est désirable d'être l'objet de désir dans une pure on va dire relation d'intérêt. Elle aurait pu prendre des certaines libertés avec son film d'époque, parce que c'est le principe d'être un réalisatrice, c'est que tu peux prendre des libertés, et elle dit pas en fait non, c'est discutable. Il y a quand même des choses qui sont laissées hors champ, c'est-à-dire que sa jeunesse est quand même assez vite passée assez vite explicitée, et surtout à la fin du film, donc spoiler alert si vous voulez voir vraiment le film sans connaître son histoire, eh bien on nous dit que après la mort du roi, elle est restée 15 ans dans la maison dont elle avait hérité du roi, et qu'ensuite les révolutionnaires, parce que ça se passe pas très longtemps avant la Révolution française de 1789, sont allés la chercher et l'ont du coup jugée pour avoir finalement été une sorte de collabo en fait d'un système oppressif dont on s'est débarrassé, et elle a été guillotinée peu de temps après le roi et la reine. Vraiment, ça nous est raconté à quelques jours d'intervalle, mais tout ça est dit par la voix off, et c'est sur un fond d'images de près, avec ensuite un panoramique vers le haut qui nous montre le ciel comme s'il était au paradis. Et donc c'est très finalement laissé dans le hors-champ. Or, moi je trouve que c'est là où le film aurait pu avoir une seconde partie hyper intéressante pour peut-être montrer d'autres conditions de femmes de l'époque. On aurait pu aussi avoir la du Barry qui relie en fait à l'aune des idées révolutionnaires ce qu'elle a vécu, puisque la critique c'est pas de gagner de l'argent ou gagner des faveurs avec ses prestations sexuelles. La critique c'est de dire on ne peut pas exister socialement comme femme à l'époque autrement que par le regard des hommes. On manque d'agentivité, c'est-à-dire que ce personnage-là, son principal super pouvoir, c'est de séduire, et donc de performer le doute, et en même temps une certaine insolence mutine, en fait de stratéger toujours. Par exemple, à un moment on dit là il serait bien de pas mettre de blanc, le personnage de la du Barry met du blanc, c'est provocateur, la cour est choquée, mais en même temps le roi elle trouve ça amusant finalement, donc elle a gagné sa stratégie, elle est séduisante, et en même temps moi ce qui me manque c'est comment est-ce qu'on passe de femme désirée, on va dire, à femme désirante. Enfin, tu peux nous en parler peut-être en termes de mise en scène, mais moi, j'ai pas eu la sensation qu'on ressentait qu'elle avait du désir. Pareil, c'est présenté comme étant un peu une histoire d'amour, en tout cas, ça finit par je t'aime, ah, finalement, tu me dis je t'aime, entre elle et le roi, et on voit pas, en fait... on voit pas le personnage changer, on voit pas le personnage apprendre, on voit pas le personnage désirer. C'est intéressant de reparler de ce qu'on appelle le male gaze. Donc le male gaze, ça a été théorisé comme étant une certaine façon de mettre en scène le corps des femmes au cinéma. Et ça passe pas mal en fait par la regarder comme un être de chair, surtout, mais de ne pas donner le contre-champ. C'est-à-dire comment dans du désir, on va filmer les personnages féminins comme des êtres de chair, mais ces personnages-là, eux, ne regarderont jamais des femmes ou d'autres hommes, enfin des hommes ou d'autres femmes, pardon, comme elles ont été regardées par la caméra. Donc ce qui nous manque, c'est le regard subjectif du Barry sur le roi, et d'avoir peut-être des plans qui s'attardent sur des détails de son corps, ses mains, ses lèvres, son cou, des choses qui le rendraient vulnérable et qui, justement,
arrêterait d'en faire juste ce profil de monarque. La première fois qu'elle voit l'image du roi, c'est sur une pièce de monnaie qu'elle a comme fève dans la galette des rois. Elle dit, il est bien mignon ce monarque, mais c'est un pictogramme en fait à ce moment-là, c'est pas plus que ça. On les voit un peu complices à un moment donné, moi j'ai bien aimé, ça fait partie aussi des belles trouvailles du film, parce que voilà, c'est un film qui a des jolies choses quand même. Hein. À un moment donné, on les voit, ils sont auprès du feu, le roi la dessine, et en fait il se sert de son pied nu pour mettre les craies et les fusains qu'il utilise. Ça, c'est une belle trouvaille de mise en scène et de scénario pour susciter en une image voilà, leur complicité. Mais finalement, ça arrive parfois dans le film, mais pas beaucoup non plus. Voilà, où il y a toute les proches de la cour qui sont honorés d'assister au réveil du roi, donc c'est un protocole, et à ce moment-là, il met la du Barry, avec qui il vient d'avoir une première nuit, il la met derrière un miroir sans teint, et donc elle assiste à ce réveil-là, et là, lui, il sait qu'elle est derrière le miroir, et donc il fait des petits regards amusés, donc là, c'est, on va dire, une mise en scène de la complicité. Oui. Mais c'est toujours pas une mise en scène de la personne de la comtesse du Barry désirante ou agissante autrement que par une stratégie contrôlée, quoi. Donc de 1, c'est vrai qu'on voit surtout la comtesse du Barry comme objet de désir, mais pas désirante. On la voit pas comme une personne qui a un sujet indépendamment du regard masculin. Et on pourrait même aller un peu plus loin. En fait, on dirait que la façon dont elle subit des violences, soit sexuelles, soit gynécologiques, est montrée comme une bagatelle. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple cette scène qui moi m'a beaucoup marqué, où avant de l'amener au roi, puisque le roi exige de pouvoir coucher avec la du Barry, il y a une sorte de rituel médical assez affreux, où des médecins ou équivalents de l'époque lui font un examen gynécologique avec des instruments dignes de torture. Alors c'est drôle parce que je sais que dans la salle, les gens ils ont réagi au spéculum. Oui, c'est ça, en fait c'est quand même une scène où ils examinent en gros qu'elle n'ait pas de maladie pour pas théoriquement, enfin comme ils peuvent, pour pas théoriquement qu'elle les file au roi. Et donc cette scène est tournée en dérision parce que les médecins ont un vocabulaire médical et qu'elle ne pige pas, et du coup elle demande la traduction. Et en fait les médecins sortent des outils d'examen gynécologique, et là donc il y a des bruits métalliques assez froids, et là ils sortent un spéculum en métal, et là la salle, mais les gens ça était plein, les gens ils étaient en mode oh quelle horreur, et j'avais envie de dire on peut faire pause, point technique, ils sont exactement comme ça les spéculums aujourd'hui. Il y a une emphase qui est mise sur les instruments, sur le côté patibulaire des médecins, mais on lui demande d'écarter les jambes, elle écarte les jambes sans sourciller, et puis au moment où vraiment on enfonce jusqu'au bout ces immenses tiges de métal, on a l'impression qu'elle se fait complètement traversée par une arme. Elle a juste un comme ça, comme si c'était légèrement désagréable, et puis finalement elle fait un clin d'œil à la personne qui l'accompagne, qui est presque un clin d'œil caméra, quand même, comme un regard adressé au spectateur, en mode voilà, ça me fait rien, c'est pas un vrai problème. Et je trouve que c'est plein de petits choix, mais dans le film ça n'est que ça, c'est-à-dire que on aurait pu très bien se dire, à l'époque on pouvait pas espérer mieux quand on était une femme que la trajectoire de du Barry avant la Révolution française, et pourtant on pourrait avoir un regard moderne sur ces moments en disant c'était quand même une horreur, et c'était quand même quelque chose de terrifiant, et c'est ce regard qui n'est jamais posé. Ce film, moi, il m'a on va dire fait de la peine, parce qu'il est venu s'ajouter à tous les discours et les signaux qui participent à faire une vie où on prend sur soi d'encaisser les violences et où on les normalise. C'est-à-dire que ce film, il vient s'ajouter à toutes ces sortes de phrases qu'on a pu entendre qui disent, que ce soit de la famille, hein, des tantes, des mères, des sœurs parfois, des amis à la télé, sur les réseaux, des influenceurs, influenceuses, qui disent par exemple « il faut souffrir pour être belle ». Ou bien c'est qu'un moment à passer, les violences gynéco. Alors qu'aujourd'hui, typiquement, il y a des associations qui se battent pour faire reconnaître les violences gynéco comme étant pas normales. Donc en fait, ce film, j'ai l'impression qu'il dit aussi tu ne peux vivre que dans le regard masculin. Donc pour moi, c'est quand même, on pourrait se dire elle fait ce qu'elle veut, les artistes font ce qu'ils veulent. Moi, je trouve que là, il y a une responsabilité pour Maïwenn qu'elle ne prend pas. C'est-à-dire que elle le dit dans l'interview, il y a une interview à Brut, elle dit j'ai suivi mon désir, je ne trouvais pas d'acteur français pour incarner le roi, mon désir c'était que ce soit Johnny Depp, peu importe qu'il soit américain, peu importe le contexte, en fait, mon désir, c'était de faire jouer Johnny Depp, donc j'ai fait ce que je voulais. Et ça, on pourrait se dire très bien, elle fait ce qu'elle veut, mais pour ma part, je trouve que c'est
elle ne prend pas les responsabilités du fait que elle nous produit des images qui participent à faire exister et à normaliser des violences. Elle ne porte pas, elle nous donne aucun espace alternatif et elle nous dit on n'existe que dans le regard des hommes puissants. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à Maïwenn et à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, on peut exister en dehors du regard masculin. Il existe une vie qui n'est pas une vie de nonne en fait, qui n'est pas une vie de couvent. Il existe une vie hors du regard masculin qui n'est pas une vie de couvent, qui peut être une vie de joie, d'émancipation, d'amour, de sexualité, de chair, qui est incroyable. Et ça, on l'entend pas du tout. Et pour moi, c'est un premier point qui manque beaucoup. Mais dans le film, il y a une voix off qui est omniprésente et cette voix off, elle n'est pas juste explicative, hein, elle n'est pas là pour dire alors, en 1700 machin, la Dubarry elle arrive là, etc. Non, non, la voix off, elle nous donne presque la note d'intention du film et c'est en ça que du coup le film est très premier degré et très du coup ras des pâquerettes. Et je crois qu'il y a une phrase notamment qui t'a choqué. La voix off dit à quoi bon être innocente quand on est l'objet de désirs coupables. Et là, j'ai l'impression qu'elle nous dit je vous préviens, il n'y a pas d'alternative. Maïwenn, en présentant la Dubarry de cette manière-là, dit dans le monde, il n'y a que deux options. Vous pouvez être soit la nonne, soit la putain. Et ça, pour moi, ça pose le ton du film. C'est ce qui fait que voir le film La Dubarry est aussi étouffant parce que c'est du lavage de cerveau pour te dire il n'y a que cette option-là, il n'y a que cette vie-là, il n'y a que ce paradigme-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envie de dire très fort à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une vie hors du regard des hommes puissants. Il y a une vie hors du regard des hommes. Tout en restant peut-être hétérosexuel ou autre, c'est pas la question de ne plus vouloir désirer d'hommes, c'est plutôt se dire comment, socialement, en tant que sujet indépendant, je ne me définis pas par rapport au regard de désir des hommes, et je n'essaie pas de tout faire pour être celle qui est choisie tout le temps, celle qui va séduire tout le monde. C'est très déterministe, et en même temps, c'est déterministe positivement, ce qui est assez bizarre. C'est un déterminisme qui n'est pas critique, quoi. C'est un déterminisme qui est en mode, voilà l'ordre des choses et c'est cool. Oui, voilà. Et alors du coup, donc cette phrase-là, elle nous renvoie à cette injonction en disant there is no alternative. Vous devez en tant que femme vous définir dans le regard désirant des hommes de pouvoir. Or, ce film résonne avec un autre élément de l'actualité. Adèle Haenel ouvre sa lettre pour expliquer son départ du monde du cinéma. Elle dit « J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. » Donc, clairement, Adèle Haenel nous dit on peut se souhaiter autre chose, en fait, que considérer que les agressions font partie de la vie professionnelle du cinéma et qu'il ne reste qu'aux femmes d'inventer une stratégie dans ce monde-là. On peut se souhaiter un autre monde. Et donc, typiquement, Maïwenn, avec ce film La Comtesse du Barry, par excellence, fait preuve d'une immense complaisance vis-à-vis de Johnny Depp et vis-à-vis plus largement des acteurs de violences sexistes et sexuelles. Adèle Haenel, elle, en plus d'avoir dénoncé les violences sexistes et sexuelles officiellement, ce qui était déjà incroyable et puissant et qui a aidé plein de personnes, par exemple, je pense que c'est la productrice d'Adèle Haenel à ce moment-là, elle dit « J'ai reçu des centaines et des centaines de mails correspondants, Mediapart c'est pareil, c'est eux qui l'ont accueillie pour qu'elle explique ce qu'elle avait vécu et la structure de ce qu'elle a vécu, en fait, comment est-ce que c'est permis par une organisation sociale ». Bon, en faisant ça, elle dit on interroge collectivement notre responsabilité en tant qu'industrie et en tant qu'artiste à deux niveaux. C'est elle aussi, vous le savez sûrement, mais qui était partie de la cérémonie des Césars dans laquelle Polanski, pareil, accusé de violences sexistes et sexuelles sur mineurs, avait gagné le César du meilleur réalisateur. Donc elle était partie en disant la honte. Et en l'occurrence, les réactions face à cette résistance, cette entrée en résistance, sont variées, mais sont assez violentes en fait. C'est très très grave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question du monde du cinéma. Les réactions face à cette annonce-là, ça a été beaucoup sur son physique justement, et c'était ça qui était intéressant de mettre en parallèle avec le film de Maïwenn, Jeanne du Barry. C'est comme si on disait, voilà, elle refuse d'être courtisane. On a même eu des gens qui ont dit, elle est devenue moche, Adèle Haenel, tant mieux qu'elle parte, elle n'arrive plus à incarner cette figure de l'actrice comme objet de désir. Et c'est ça
ça qui est peut-être intéressant de discuter ensuite, c'est de voir à quel point il y a une sorte d'affinité élective entre la figure de la courtisane telle qu'elle est décrite dans Jeanne du Barry de Maïwenn et la représentation populaire qu'on a de qu'est-ce que c'est qu'une actrice. Une actrice, c'est être désirable en fait, et c'est ça qui est je trouve complètement hallucinant quand on voit les réactions, c'est que non, on est en 2023, être actrice c'est savoir incarner un personnage, transmettre des émotions, c'est pas être la pin-up qu'on met sur une affiche pour faire venir des spectateurs en manque d'érotisme parce qu'on serait dans une société puritaine. Et voilà, donc toutes ces réactions en fait elles réactivent comme ça des représentations sur qu'est-ce que c'est que être actrice, et on voit que il y a d'un côté peut-être des réalisatrices et des réalisateurs et acteurs et actrices comme Maïwenn qui disent jouer la carte de la séduction, être une courtisane, ça me plaît, et en fait je remets une pièce dans la machine quelles que soient les conséquences. Et de l'autre côté, on a des réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, producteurs, productrices, spectateurs, spectatrices, qui disent, en fait, non, on veut arrêter de confirmer ce système où la place de la femme et la place de la femme actrice, c'est être uniquement un objet de désir. Donc c'est pour ça qu'on voulait parler des deux, parce que c'est pas qu'un hasard d'actualité, en fait, les deux choses, elles se répondent, et c'est comme si, finalement, le star system venait mettre en difficulté des discussions de société. On peut peut-être être dans un star system sans sexualiser et être dans du fantasme sexuel en disant pour être une star, faut être désirable. Quand on a dit ça, est-ce que du coup Jeanne du Barry de Maïwenn c'est un bon film? Est-ce que Jeanne du Barry de Maïwenn est un bon film? D'un point de vue du fait, comme on disait au début, qu'on s'ennuie pas, qu'on en rit à peu près, et bien, on peut dire que c'est bien réalisé. Enfin là, je parle à ta place, limite. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense qu'on passe plutôt un bon moment et que des spectateurs qui vont aller voir une dizaine de films par an, pas plus, du coup, ils vont sortir en ayant passé un bon moment, en ayant appris des choses, en ayant parfois ri, parfois été ému. Et on peut être en droit d'attendre ça des films, et en ça joue ça fait son job. Mais comme on disait, est-ce que c'est le seul critère quand on va voir un film, quoi? C'est ça. Et en fait, c'est presque un débat que j'ai à chaque fois qu'il y a un film qui fait polémique. On pourrait raconter que ces deux positions, elles sont équivalentes. En l'occurrence, il y a quand même une question de responsabilité pour dire qu'est-ce qui est prioritaire, en fait. Et en ce sens, ça définit un peu politiquement les personnes, que quelqu'un fasse un choix entre mon désir de jouer, de me mettre en scène comme je le souhaite, et mon désir de m'éclater, entre guillemets, versus le fait de penser un peu à... plus largement, quoi, de penser au-delà de son nez, de se dire j'ai une responsabilité dans les images que je mets dans le monde et dans le partage du pouvoir que j'organise en distribuant des positions de bénéfice social, quoi. Oui, et du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je repense souvent à ce livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un bon film de Laurent Julier, qui est à la fois, on va dire, un pied dans le cinéma, un pied dans la sociologie, et qui permet vraiment de comprendre comment ce que tu as bien identifié, ça se retrouve souvent en fait dans les discussions à la sortie du cinéma. Quand on n'est pas d'accord sur un film, c'est qu'en général on partage pas les mêmes critères de jugement, donc on s'est pas d'abord mis d'accord sur la règle, sur la norme qui permettait de ensuite évaluer de, on va dire, 0 à 10 le film. Donc on pourrait dire Jeanne du Barry sur des critères purement techniques et de divertissement, on va le mettre à 7 sur 10, quoi. Et puis si on est sur l'ordre du propos et du regard social porté sur la condition de la femme, en fait il est à 0. Et donc vraiment deux personnes qui auraient des intérêts et un regard complètement différents et n'auraient pas conscience qu'il puisse exister d'autres regards, ne pourront pas discuter ensemble parce qu'ils vont pas discuter sur le même plan. Et l'intérêt du livre, moi je trouve, qu'est-ce qu'un bon film, c'est de dire il n'y a pas une bonne réponse en fait. Toutes les réponses sont intéressantes à écouter. Ça dépend ensuite de ce qu'on souhaite prioriser. Si on défend le film sous prétexte que c'est un bon film bien fait, comme le président de Cannes, Thierry Frémaux, et bien du coup, le risque de première espèce, c'est de dire, vous vous rendez compte, il aurait pu faire moins d'entrées, ou il aurait pu ne pas gagner de prix.
Ce qui est quand même moins grave que si on est sur le critère de regard porté sur les femmes, bah, le risque de première espèce, c'est d'entretenir la culture du viol et d'entretenir une forme de patriarcat qui coûte aux femmes comme aux hommes. Typiquement, j'ai pas envie de participer à donner de l'argent, des places et de la visibilité à un projet comme celui-là. Mais là, comme c'est toi qui me l'as demandé, pour qu'on en discute après sous un prisme féministe, ben, je suis allée voir le film. Pour conclure, Jeanne du Barry, c'est un film qui peut être plaisant par certains aspects, notamment parce qu'il est assez drôle. Mai Wen, elle a un vrai talent pour le tempo comique. C'est un film assez déplaisant pour son propos général, c'est premier degré. On n'a pas Mai Wen en 2023 qui va regarder cette condition de la femme en étant un tant soit peu critique. Et donc voilà, on ressort du film avec l'impression d'être un peu sali. Donc, ouais, je dirais que c'est pas... Il est pas juste déplaisant, pour moi il est problématique. Ouais. Si vous êtes vraiment armé pour voir un film qui va être problématique, mais que vous êtes quand même intéressé pour en comprendre en quoi c'est un symptôme de l'époque, allez le voir. Si par contre vous êtes sensible à ces enjeux et ça résonne très fort en vous, et que vous avez des histoires personnelles autour de vous qui vous sensibilisent aux violences sexuelles et sexistes, peut-être abstenez-vous. Et sinon, du coup, on souhaite dans les commentaires savoir ce que vous en avez pensé, ou aussi ce que ça vous fait de savoir que le film est à Cannes avec Johnny Depp, avec les accusations qu'on sait. Et à une prochaine pour mieux comprendre la société grâce au film qu'elle produit. À bientôt.